Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Vigipolice. Vous êtes vous-même policier depuis 14 ans. Or, hier, vous avez envoyé votre démission. Pourquoi? Parce qu'il y a une dérive de plus en plus grave de la police nationale vers quelque chose qui n'est plus la police nationale, en fait. Il y a une dérive autoritaire, une dérive liberticide. Moi, je me suis engagé dans la police nationale pour défendre les libertés individuelles et l'intérêt général. Et aujourd'hui, les libertés individuelles sont de plus en plus oppressées par la police, pas par les policiers eux-mêmes, mais par les ordres qu'ils reçoivent. Et il y a certains comportements qui se sentent libérés, comme on a pu voir dans l'affaire avec Michel qui s'est fait tabasser pour policier. Donc moi, je ne veux plus être associé à cet uniforme, je ne veux plus porter cet uniforme. Je veux continuer le combat pour une police républicaine au service du peuple. Malheureusement, en interne, M. Darmanin est en train de tout verrouiller et on a encore eu ce matin la publication de la lettre de M. Lallemand, préfet de police de Paris, aux policiers, et on est bien, bien loin de la lettre du préfet Grimaud de police qui avait écrit aux policiers de retenir leur coup et qu'ils faisaient partie du peuple en 1968. Donc, et même cette lettre du préfet Grimaud, je raconte l'anecdote, la préfecture de police pour les 50 ans de mai 68 avait caviardé ce courrier en faisant croire que c'était la lettre d'origine, mais ils avaient supprimé le passage de taper un manifestant à terre, frapper un manifestant à terre. Du coup, résultat des courses, il n'y a même pas eu d'explication pourquoi ils refaisaient l'histoire. Donc, en fait, on est sur cette réécriture de l'histoire, on est sur cette police qui est en train de dériver complètement et qui est en roue libre avec la protection des plus hautes autorités de l'État. Donc, moi, je ne m'y reconnais plus et je ne peux pas rester à l'intérieur. Que pensez-vous de la loi de sécurité globale? La loi de sécurité globale participe grandement également à mon choix de départ de la police nationale pour une raison simple, c'est que pour le moment, la police nationale n'est plus contrôlée par les citoyens, elle est contrôlée uniquement par le pouvoir en place qui lui fait faire ce qu'il veut. Et nous sommes un des rares pays européens, en tous les cas la seule démocratie européenne, à avoir pas d'inspection indépendante de la police nationale, mais une inspection IGPN qui est aux ordres du ministre, dont la directrice à l'heure actuelle ou le directeur récupèrent leur poste et par nomination du ministre. Donc, ils sont aux ordres. Leur carrière va continuer à être gérée par le ministre et le directeur de la police nationale. Donc, quand le ministre demande des conclusions d'enquête rapides, il les aura. Elles seront conformes à ses attentes et non à la vérité. Et donc, le dernier pare-feu qu'il y avait pour un contrôle citoyen de la police, c'était de pouvoir filmer. Et ce film, dorénavant, ne va plus être possible parce que la loi va engendrer de l'arbitraire et du subjectif. Il va falloir définir si oui ou non les gens qui filment les policiers le font dans un but de nuire, ce qui est complètement impossible, à moins d'être Madame Irma. Donc, et d'autant plus que cette loi ne vise pas du tout à protéger les policiers, parce qu'il y a déjà des lois qui existent quand des gens sont menacés ou harcelés sur les réseaux sociaux, voire menacés de mort, c'est des peines qui vont de 2 à 5 ans de prison. Là, Monsieur le ministre propose 1 an de prison. Donc, cette loi ne va résoudre aucun problème, va en engendrer des nouveaux, mais surtout, par exemple, dans ce qui s'est passé pour Michel Zecler, s'il n'y avait pas eu les vidéos, demain, il ne pourrait plus les produire, il ne pourrait plus en faire la publicité. Et bien, du coup, ce serait lui qui serait en prison. Ce serait lui qui serait auteur d'actes de violence envers les policiers alors qu'il est victime. Donc, en fait, on est sur un retournement de protection des comportements les plus abjects dans la police nationale, un comportement qui va permettre aux citoyens innocents de se défendre, et c'est complètement hallucinant. Et même plus loin sur cette loi, c'est la légalisation de toute l'affaire Benalla, contre laquelle on s'est battu avec mon syndicat et on s'est constitué partie civile dans cette affaire, parce que tout simplement, qu'est-ce que prévoit cette loi? Elle prévoit donc d'empêcher de filmer. Demain, les Benalla à l'écrase avec des déguisements de policiers, avec l'autorisation de l'Élysée de les porter, seront invisibles. Demain également, les sociétés privées vont avoir des missions de police. C'est-à-dire qu'on va donner des possibilités de faire des PV et des débuts d'enquête à des agents de sécurité privée. Ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla, M. Macron voulait privatiser la sécurité de l'Élysée. Il ne voulait plus que ce soit des policiers et gendarmes qui n'ont jamais failli à la protection d'un président de la Ve République pour le remplacer par des gens du privé. Pourquoi? L'intérêt général est défendu par les policiers et le service public. Les intérêts privés ne défendent pas l'intérêt général, ils défendent l'argent. Ils veulent de l'argent, c'est un but louable, mais pas pour un service public. Un service public n'a pas à défendre cet intérêt commercial. Dernière chose également, dans cette loi, il va y avoir possibilité de filmer avec des drones en permanence. Donc déjà, il y aura un manque d'information des gens qui sont filmés. Déjà, quand les vidéosurveillances se travaillent, c'est déjà très compliqué de savoir qui filme quoi. Et après, dedans, c'est le seul passage de la loi où il n'y a pas de sanction si les vidéos ne sont pas utilisées à bon escient ou pas conservées dans les délais. Et effectivement, on repense également à l'affaire Benalla, où immédiatement, dès que les vidéos de M. Benalla et M. Kras sont sorties, l'Élysée
avec M. Émilien, le conseiller spécial de l'Élysée, a fait sortir des vidéos de surveillance de la préfecture de police pour essayer de décrédibiliser les deux manifestants molestés, avec la complicité du directeur de la DOPC, M. Gibelin, qui avait conservé en dehors de tout cadre légal des vidéos plus de 3 mois. Donc demain, avec cette nouvelle loi, les pouvoirs publics, donc l'Élysée, la police, les directeurs notamment, pourront conserver des vidéos avec un temps illimité pour faire ce qu'ils veulent avec, vu que c'est le seul point de la loi où il n'y a pas de sanction derrière si jamais les choses ne sont pas faites dans les règles. Donc en fait, l'affaire Benalla va se retrouver complètement légalisée grâce à ça. Et c'est quand même une honte parce que ça avait choqué tout le monde. Mais pas le président de la République, parce que je refais un petit parallèle et ça m'a fait doucement sourire, mais ça m'a surtout attristé. C'est qu'il a été très choqué par les images de Michel Zecler et qu'il demande toute la lumière sur ça. Sur les images de l'affaire Benalla, il n'avait rien fait à part couvrir son sbire. Donc ça pose des sérieux problèmes de quelle est la volonté de ce pouvoir? Est-ce qu'ils veulent réellement privatiser la police pour des intérêts personnels ou est-ce qu'il y a encore une lueur d'espoir? Moi, j'ai dit que je quitterai la police quand il n'y a plus de moyens de se battre en interne. C'est ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, le ministre doit accepter ma décision, parce que c'est malheureusement quand on est fonctionnaire, ça ne dépend pas que de nous. Et par contre, le combat va continuer parce qu'on ne peut pas laisser la situation en l'état. C'est ni tolérable pour nous, et surtout le pays des libertés et des droits de l'homme, et encore moins pour les générations futures. Alors, vous parlez de la vidéo justement où Michel Zecler se fait tabasser par les policiers. Elle a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions de la société civile. On a vu notamment des footballeurs réagir. Aujourd'hui, il y a des manifestations dans toute la France. À 14 heures, la République, la marche des libertés. Comment ça réagit à l'intérieur de la police? Comment ça se passe à l'intérieur de la police quand tout ça se met en place, quand tout ça se développe? Est-ce que la majorité des policiers sont des casseurs de gueule ou c'est une minorité et la majorité a du mal à s'exprimer? Pourquoi les syndicats de police ne dénoncent pas davantage ces actes-là? Il y a plusieurs questions dans la question. La première, non, c'est une minorité, ce n'est pas une majorité de policiers. Il y a plus de 150 000 policiers. Si jamais il y avait une majorité, ça ferait plus de 75 000 personnes qui font n'importe quoi. Ça se verrait et l'air serait respirable en France, ce serait plus tenable pour personne. Donc non, heureusement, ce n'est pas une majorité. Ensuite, pourquoi les policiers ne parlent pas? Ils ne parlent pas pour une raison très simple, c'est que la majorité silencieuse a peur des répressions de l'IGPN, a peur des sanctions disciplinaires, a peur qu'on brise leur vie familiale. Je pense à des collègues qui ont voulu refuser des ordres illégaux. On leur a dit, si tu refuses, demain, tu n'auras pas tes vacances avec ta famille. On va les décaler pour nécessité de service. Il dit, oui, mais j'ai tout calé. Ah, c'est toi qui vois, tu auras tes vacances tout seul. On va te rappeler le week-end en priorité. Enfin, on va faire toutes les brimades du harcèlement moral au travail. Et ce n'est pas pour rien qu'en France, malheureusement, la profession où il y a le plus de suicides, c'est dans la police nationale. C'est à cause d'un management délétère, des conditions de travail déplorables et des gens qui poussent au suicide. Parce que même le directeur de la police nationale, M. Morvan, celui d'avant, avait dit que c'était un problème structurel pour les suicides dans la police nationale. Ensuite, ils ont peur également parce que derrière les sanctions sont prononcées par l'IGPN. L'IGPN que ni les citoyens ne veulent parce que c'est un contrôle opaque de la police, mais les policiers n'en veulent pas non plus parce qu'en fait, ça leur brise leur liberté d'expression. Il y a beaucoup de syndicats de policiers qui se bossent en disant oui, la police est la fonction publique la plus sanctionnée en France. C'est vrai. Mais pourquoi les policiers sont sanctionnés? Ils sont sanctionnés parce qu'ils ont tabassé des gens, parce qu'ils ont mutilé des manifestants, parce qu'ils ont tué des innocents comme Mme Zined Redouane ou Steve à Nantes? Non. La plupart, une grande majorité, est sanctionnée également parce qu'ils ont manqué à leur devoir de loyauté envers leur chef. Ils ont porté atteinte au crédit au nom de la police nationale en dénonçant des dysfonctionnements. Je rappelle que ce petit article est une reprise d'ailleurs de l'article 5 du statut général de la fonction publique de Vichy. Donc, ça veut dire à quel point on est venu chercher dans le code des déontologies de la police nationale comment museler les fonctionnaires, y compris dans leur vie privée, c'est-à-dire qu'on fait de nous des sous-citoyens, c'est-à-dire qu'on comprend la neutralité du service public quand nous sommes en service. Par contre, quand nous sommes dans notre vie privée, nous n'avons pas le droit de nous exprimer librement non plus. Donc voilà, tout a été muselé, les sanctions pleuvent, et les sanctions qui pleuvent sur les policiers, c'est plus sur les lanceurs d'alerte, sur les policiers qui essayent de résister à des ordres illégaux, que des policiers qui commettent des fautes délictuelles, voire criminelles. Enfin, pourquoi les syndicats majoritaires qu'on entend partout sur tous les plateaux de télé viennent pas dénoncer ça et au contraire cautionnent ou cherchent des excuses? Alors déjà, il faut savoir qu'aux dernières élections professionnelles dans la police nationale, au ministère de l'Intérieur plus généralement, il y a eu une fraude massive. Une fraude massive qui a permis aux syndicats majoritaires de rester majoritaires. Le ministre a été saisi, il a fermé les yeux. Même le Canard enchaîné a interrogé le ministère de l'Intérieur à ce moment-là. Ils ont dit qu'il se peut qu'il y ait eu des fraudes massives au niveau des élections professionnelles.
Donc, il y a effectivement, c'est marqué sur PV. Effectivement, il y a une procédure en cours de plusieurs syndicats qui veulent annuler ces élections. Donc, déjà, leur représentativité, c'est le ministre qui a choisi ses interlocuteurs très clairement. La deuxième chose également, c'est que ces syndicats en poste ont des avantages à être les porte-parole du ministre. Ils ont des postes pour les majoritaires, notamment du corps des gardiens de la paix. Ils ont des postes fictifs, c'est-à-dire qu'il y a des monsieur Lefebvre qui s'était réjoui d'une main arrachée sur une manifestation aux Gilets jaunes. Lui, par exemple, est responsable d'unité locale de police. C'est-à-dire qu'il prend, normalement, il doit être sur le terrain, occuper une fonction d'officier. Ce n'est pas le cas, il est permanent syndical. Statutairement, c'est impossible. Par contre, il a la paye qui va avec. Nous avons la même chose chez les officiers. Ils ont des postes de commandants fonctionnels. Les commandants fonctionnels sont des gens qui sont sur le terrain, qui prennent la place d'un commissaire et qui exercent des fonctions opérationnelles. On ne peut pas être permanent syndical et avoir ces fonctions. Pareil, ils ont le salaire qui va avec. Et le plus beau de l'histoire, ça a été le responsable des officiers CFDT Police, qui a eu une mutation à Tahiti pour ses bons et loyaux services, en dehors de tout cadre légal, devant 30 collègues beaucoup plus méritants. Et encore, il a fait plus fort, il a réussi à faire muter sa femme qui était sous le coup d'une procédure disciplinaire en lui faisant créer un poste fictivement à Tahiti. Donc, ça veut dire qu'en plus, quand on part en outre-mer, on a des primes supplémentaires par rapport à notre salaire habituel. Donc, les bons et loyaux services, ils savent qu'ils sont payés. L'ancien secrétaire général d'Alliance, M. Delage, est passé au comité de sécurité des Jeux Olympiques 2024. Donc, en fait, pour leurs bons et loyaux services, ils sont tous récompensés. Donc, effectivement, ça va être la voie de leur maître. Effectivement, ils ne représentent pas forcément la majorité des policiers. Ils représentent certains policiers, parce qu'on a bien vu des images, malheureusement, de policiers qui font n'importe quoi et qui n'ont pas leur place dans la police. Malheureusement, aujourd'hui, plutôt que de régler ce problème pour réconcilier la police et la population et mettre de la transparence dans cette police nationale, on veut encore plus d'opacité, on veut encore plus mettre la misère aux gens et qui sont à l'intérieur pour résister, mais également à la population française qui ne serait pas dans le même camp, par exemple, que le préfet allemand. Et nous sommes engagés pour la plupart pour défendre le code pénal et les infractions pénales et pas les délits d'opinion qui ne sont pour le moment pas dans le code pénal, bien heureusement. Alors, ça fait 14 ans que vous êtes dans la police. Comment avez-vous vu évoluer la doctrine, hein? Comment le code de déontologie, le schéma national a évolué durant ces années? En négatif, déjà j'ai écrit un livre sur le sujet, l'ennemi de l'intérieur, qui montre toutes ces dérives législatives et autoritaires et de l'utilisation de la police et textuelle. Donc là, le premier virage, le plus important et le plus dangereux pour les libertés, a été pris par Manuel Valls en 2014 quand il a écrit un nouveau code des déontologies qui a été signé avec l'aval de tous les syndicats que je viens de vous citer, qui ont co-signé ce texte. Alors je dis qu'ils ont co-signé ce texte parce que ça a été présenté en comité technique au ministère. Ils ont co-signé, on peut se demander vraiment si c'est des syndicalistes, parce que dedans, il y a un passage qui dit que les délégués syndicaux doivent limiter leur expression. Donc je veux dire, j'ai jamais vu un syndicaliste signer pour limiter sa liberté d'expression. Ils l'ont fait. Le seul syndicat qui ne l'a pas fait, c'est assez paradoxal, c'est le syndicat Alliance, qui ne voulait pas transformer les policiers en sous-citoyens. Donc, c'est tout à leur honneur, même si nous avons des graves divergences sur d'autres sujets, c'est pour une fois, c'est à saluer à leur action. Donc, que dit ce code de déontologie? Jusqu'en 2014, nous étions défenseurs des libertés individuelles. Depuis 2014, nous sommes passés défenseurs des lois. Les libertés individuelles, c'est une notion, on sait ce que c'est aller et venir. Il y a plein de choses qui sont sur les libertés individuelles. Les lois ne garantissent pas du tout des libertés. Les lois, les États les plus autoritaires, voire totalitaires, ont des lois. C'est juste une organisation de la société. Donc après, qu'est-ce qu'on a dans les lois? Et aujourd'hui, ce qu'on a dans les lois ne semble pas aller vers quelque chose qui garantisse les libertés. La deuxième chose également, jusqu'en 2014, nous étions garants des institutions de la République. Et depuis 2014, nous sommes passés garants des institutions. Le mot République a été enlevé et remplacé par des institutions et des intérêts nationaux. Qu'est-ce que les intérêts nationaux? C'est très subjectif, qui les définit, donc a priori nos gouvernants, mais du coup, si ce n'est pas l'intérêt général, l'intérêt du peuple, comment ça se passe? Donc ça veut dire qu'on peut légaliser, ça a été légalisé sous M. Valls, d'utiliser la police contre le peuple, contre les libertés, vu que ça a été supprimé de notre code de déontologie. C'est ce code de déontologie également qui a permis de sanctionner les gens pour manque de loyauté aggravée, surtout qui a repris quasiment mot pour mot cet article qui contrôle les policiers, y compris dans leur vie privée, qui est tiré du Code général de la fonction publique de 1941. Donc là, ça a été le premier virage catastrophique avec l'aval de la quasi-majorité des syndicats qui aujourd'hui cautionnent ce qui est inadmissible. Le virage suivant, ça a continué encore sous M. Hollande. Nous avons eu la loi renseignement. Pareil, notre syndicat s'était élevé contre cette loi qui permettait de surveiller qui on veut de façon assez arbitraire. Et au final, le Premier ministre aujourd'hui peut mettre, depuis 2015, mais encore aujourd'hui, peut mettre qui il veut sur écoute et sur surveillance sans aucun contrôle. Je dis bien sous aucun contrôle parce qu'il y a une commission qui a été vantée comme garde-fou, qui rend un avis consultatif. Donc déjà, le Premier ministre n'est pas obligé d'en tenir compte. Et si le Premier ministre estime lui-même qu'il y a une urgence, il n'a même pas besoin de la consulter a priori. Il peut la consulter a posteriori.
Ce qui veut dire que les données et les renseignements qu'il voulait prendre sur des personnes de façon illégale, il les a eus. Et après, on peut lui dire c'est pas bien, il dit j'annule l'opération. Mais le mal est déjà fait. Donc en fait, c'est ce problème de cette loi renseignement qui permet de fliquer qui on veut. On est dans un merveilleux monde digne de la Stasi, de l'Allemagne de l'Est. Enfin, la possibilité peut le faire. Et la défense de M. Valls à l'époque avait été magnifique. Il avait été dit mais nous sommes socialistes, nous n'utiliserons pas ce texte de façon détournée pour faire un État autoritaire ou totalitaire. Bon, déjà, ça met caution parce que M. Valls, vu ce qu'il a fait, on peut que cautionner ses positions de gauche. Et la deuxième chose également, c'est que du coup, il y a des élections en France. Donc, on ne sait jamais qui sera au pouvoir demain. Et les outils ont été préparés sous M. Hollande. Virage suivant, on continue parce que ça ne s'arrête malheureusement pas, c'est sous M. Macron, la légalisation dans la loi normale de l'état d'urgence permanent, avec tout ce que ça engendre de pouvoirs d'exception qui sont finalement plus exceptionnels, mais normaux. Ensuite, nous avons eu la loi Asile-Immigration, qui a rajouté une couche sur l'arbitraire et le subjectif. Dedans, il y a un passage que nous avons combattu, c'est de contrôler les gens sur leur type extérieur étranger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, on n'a pas vu ça depuis le contrôle des Juifs en 1940, de contrôler les gens sur leur apparence. Et du coup, on avait posé la question, donnez-nous l'apparence de type étranger. Nous n'avons pas eu de réponse du ministre, très curieusement, et la loi ne le prévoit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des textes carrés et propres, et pas que, justement, le délit de sale gueule soit prononcé. Et quand on se plaint de contrôle au faciès aujourd'hui, M. Macron a légalisé le contrôle au faciès. Je rappelle, comme disait un philosophe que j'aime bien, M. Chamfort, qui avait dit, c'est pas parce qu'il est plus facile de légaliser les choses que les légitimer. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de vivre. Et là, nous sommes en train de passer le dernier virage avec cette loi de sécurité globale, qui est plutôt une loi de surveillance globale et de terminer la défense des libertés individuelles. Donc, on continue de s'enfoncer de plus en plus dans des choses très liberticides et qui ne sont bien loin des valeurs françaises de liberté, égalité et fraternité. Alors justement, à quelle police appelez-vous? Quelles sont les propositions que vous portez pour une police au service des citoyens et une police pleinement républicaine? Déjà, moi je suis très rousseauiste, donc un contrat social, une police qui garantit l'application des lois que les citoyens se sont données. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est plus les citoyens qui décident des lois, c'est des représentants qui ne les représentent pas, qui décident des lois et qui les leur imposent. Donc ça pose un sérieux problème. Donc déjà, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'il faut faire le bon boulot. Il y avait Louis Blanc, sous la Troisième République, qui avait dit le bulletin de vote a remplacé la violence, parce que justement, il y a un consensus. Il n'y aurait pas toutes ces manifestations, tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, si le Parlement faisait son rôle de consensus national et trouvait des choses qui étaient acceptables pour tout le monde. Ce n'est plus le cas. Même, ça va plus loin, c'est que Mme Sibeth Ndiaye, quand elle était porte-parole du gouvernement, avait dit « J'assume la violence pour faire passer nos réformes ». Voilà où on était. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de propositions concrètes? La première mesure qui serait bénéfique pour tout le monde, ce serait un contrôle indépendant de la police nationale, c'est-à-dire la suppression de l'IGPN et mettre un contrôle citoyen qui ne soit pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, donc soit des parlementaires, soit du défenseur de droit, soit d'autres solutions, avec des gens de la société civile qui n'ont aucun compte à rendre aux gens du gouvernement. Ça permettrait deux choses. Déjà, il n'y aurait plus d'affaires Steve, d'enterrement d'affaires, il n'y aurait plus de soupçons de collusion entre les plus hautes autorités de l'État qui couvrent de nombreuses bavures, malheureusement. Deuxième chose, ça libérerait la parole des policiers. Les policiers qui sont malheureusement qui doivent subir tout ce contexte, mais qui se sentiraient protégés parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus de compte à rendre pour refuser des ordres illégaux à leur propre hiérarchie qui connaît l'IGPN, mais à des citoyens qui veulent justement qu'ils puissent exercer leur métier de façon digne et surtout en conscience. Donc, ce sera la première réforme à faire. La deuxième chose également, c'est que ça ne sert à rien de légiférer dans tous les sens. Il y a déjà un arsenal juridique qui permet de protéger les policiers de diverses façons. Donc, appliquons-le. Ensuite, il y a bien évidemment écrire tous ces textes de loi liberticides, remettre le policier citoyen et pas sous-citoyen comme ça a été mis. Il y avait un débat sur le statut de la fonction publique. Monsieur Anicet-Le-Port, qui avait créé le statut en 1983, l'a redit, nous a mis un devoir de réserve dans la fonction publique pour nous sanctionner. Et maintenant, même avec M. Valls, c'est passé à une obligation, c'est même plus un devoir. Et il a dit non, je n'ai pas mis de devoir de réserve dans la loi et le statut de la fonction publique pour une raison simple, c'est que sinon vous n'êtes plus au service de la population, vous ne pouvez plus critiquer l'institution à laquelle vous appartenez, et si vous ne pouvez plus la critiquer, les gens ne peuvent plus savoir ce qui se passe. Donc du coup, il y a eu ce combat entre policiers citoyens et policiers sous-citoyens obéissant aux ordres. Donc ça, il faut redonner sa place aux policiers, nous ne sommes pas des militaires. Ensuite, il y a une autre réforme qu'on aimerait porter, ça c'est un avantage que la gendarmerie a sur nous, c'est que nous, dans la police nationale, il peut y avoir des commissaires à 23 ans, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'expérience de la vie, le recul. Même on peut avoir un directeur général de la police nationale, ce qui était le cas de notre précédent directeur général, qui n'a jamais fait de police. Il est juste là parce qu'il était dans le corps préfectoral et que c'est dans son plan de carrière de passer par la police. Donc quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Dans la gendarmerie, c'est des gens qui ont commencé lieutenant,
qui ont fait du terrain et qui ont fini général, y compris le directeur de la police, de la gendarmerie. Il est choisi en fonction de la couleur politique du gouvernement. N'empêche que c'est un général qui connaît la boutique pour laquelle il travaille. Donc il y a aussi ça à améliorer. Ensuite, il y a, sur les relations, c'est recréer du lien social avec la police. Aujourd'hui, la police ne fait que de la répression. La répression, ça n'a aucun sens. Ça a un sens si jamais tous les piliers de la police sont respectés. Les 3 piliers de la police, c'est la prévention, pour éviter justement qu'il y a besoin de la répression. Si jamais ça ne marche pas, il y a la répression. Derrière, il y a la sanction pénale. Et aujourd'hui, malheureusement, les seules personnes qui craignent la police, c'est les citoyens lambda. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peur de prendre une contravention, qui ont oublié leur attestation de sortie, qui n'ont pas bien mis le masque. À côté de ça, nous avons des dealers et des délinquants, comme l'a rappelé très récemment le préfet de police de Marseille, qui a dit tout à son attestation à Marseille, sauf les dealers. Résultat des courses, on leur a mis 135 € d'amende. Et en fait, non. En fait, quand il y a quelqu'un qui deal de la drogue, on le présente à la justice. On ne lui met pas 135 € d'amende. Donc, en fait, il y a ce côté où les gens se disent moi, je vais être embêté alors que finalement, je fais du conventionnel. Mais malheureusement, il n'y a que ça qui suit à l'heure actuelle. Et dès que ça devient délictuel, voire criminel, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des procédures lourdes. Donc, la majorité de la population française ne comprend pas. Et la prévention qui était intéressante au niveau de la police de proximité, c'était déjà un lien avec la population, discuter. C'était les policiers du quartier, les gens les connaissaient, et il y avait ce sentiment de tranquillité publique. Moi, j'ai été invité dans un quartier dans le 93, et il y a un monsieur de 50 ans, on faisait un débat dehors parce que la mairie d'Aulnay-sous-Bois avait refusé de donner une salle. Mais du coup, il m'a dit la chose qui me choque le plus depuis qu'on discute, c'est que ça fait 2 heures qu'on est là, on n'a pas vu une seule patrouille de police. Et dis-moi, quand j'étais jeune, on voyait les policiers, on les connaissait. Ils ne venaient pas juste faire des opérations de coups de poing dans les quartiers, et ils repartaient en ayant tout cassé. Il y avait ce côté, on s'est en sécurité tout le temps, parce que du coup, là, ils viennent faire des opérations coup de poing, on ne sait pas ce qui se passe, et, ils repartent, ils ont tout cassé, et le lendemain, c'est nous qui continuons de vivre sans sécurité dans notre quartier. Donc, on ne comprend plus ce qui se passe. Et malheureusement, ça, c'est la politique du chiffre de M. Sarkozy qui a mis ça en place. Je donne cet exemple parce que ça a été criant sur cette politique du chiffre. Il y a eu dans une ville 2 brigades, une qui faisait 90 affaires par mois et une qui en faisait 10. Les 90, c'était 3 boulettes de shit ou étrangers en situation irrégulière tous les jours. Donc, affaires trouvées, affaires résolues, super statistiques. Voilà. Je ne suis pas sûr que la plus-value pour la société et la ville était grande. Par contre, il y avait une deuxième brigade qui avait décidé d'aller voir tous les commerçants, les associations. C'était en lien avec la mairie également. Et en fait, quand les gens avaient un problème, ils les appelaient. Soit ils réglaient le problème en disant effectivement, il y avait un souci, nous avons agi, soit il n'y avait rien. Et à ce moment-là, ils rassuraient les gens qu'ils avaient appelés. Ils leur disaient vous nous avez pour quelque chose, mais en fait, c'est rien. Donc, il y avait ce sentiment de tranquillité et de sécurité publique. Malheureusement, à cause de la politique du chiffre et de la réduction des effectifs sous M. Sarkozy, il y a une des 2 brigades qui a dû fermer. La brigade qui a fermé, on regardait les chiffres. On regardait celle qui faisait 90 affaires résolues par mois par rapport à celle qui faisait 10 et qui était utile au quartier. Il y a eu la mobilisation des associations de commerçants pour dire non, on veut garder nos policiers qu'on connaît, qui sont vraiment utiles. Du maire de la ville, que je tiens à préciser, ce n'était pas n'importe quel, c'était Jacques Millard, qu'on ne peut pas cautionner de vraiment dérive gauchiste ou quoi que ce soit, qui disait moi je veux des policiers qui connaissent leur quartier, qui sont utiles à la société, je ne veux pas du chiffre, je veux de la tranquillité publique. La mobilisation de notre syndicat également à l'époque, eh ben non, ça a été la fermeture de la brigade qui faisait le travail de policier. Et après, en connaissant son quartier, je redonne ça parce que c'est un ancien policier qui est maintenant à la retraite, qui est parti à la retraite au début des années 2000. Il était avec un copain qui était rentré dans la police. Et à un moment, il entend dans une cité du 95 à l'époque, les policiers de la BAC sont pris à la partie. Vite, renfort sur les ondes. Mon collègue, ça faisait 3 jours et ami qui était dans la police, il dit c'est bien, on va aller aider les collègues, c'est ce qu'on a appris à l'école de police. Non, l'ancien policier, qu'on va appeler GG, parce que je ne sais plus son nom, a garé la voiture de police entre les gens qui tiraient sur la police et les policiers qui ripostaient au flashball. Il est sorti de sa voiture. Du côté des policiers, on a entendu arrêtez de tirer, il y a les collègues au milieu, il ne faut pas les blesser. Du côté de la cité, on a entendu arrêtez, c'est GG, on le connaît, il ne faut pas le blesser. Il a posé la question qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un contrôle d'identité, il m'a mal parlé, etc. Il a dit est-ce que ça vaut le coup que tout le monde se tire dessus pour un simple contrôle d'identité? S'il y en a qui sont mal parlés, etc., voilà, je ne veux pas savoir qui c'est qui est responsable. Il a dit voilà, maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'en arriver là pour juste ça? Ah ben non, du coup, tout le monde rentre ses affaires. Il a dit c'est qui que tu as contrôlé au collègue de la BAC? C'est telle personne. Il s'appelle comme ça, sa date de naissance est là, il habite ici. Et mon pote, il a dit mais comment tu sais ça? Mais moi, je connais les habitants du quartier. Quand j'ai un souci, je vais les voir, je sais où ils habitent. Moi, je ne vais pas courir derrière un scooter à faire une patrouille de police, à foncer, pour faire risquer un accident. Moi, je vais sonner chez les parents. Et les jeunes, à l'heure actuelle, ont plus peur de leurs parents que de la police.
Donc moi, ce que m'importe, c'est de régler le problème. Je vais voir les parents, je dis, écoutez, il y a ton gamin qui a fait du scooter sans casque ou qui a fait n'importe quoi sur la voie publique. La prochaine fois que je le vois, c'est les services sociaux. Parce que voilà, il y a aussi le problème de la police, c'est que la police doit gérer des missions qui n'ont rien à voir avec les missions de police. On est un petit peu la poubelle de la République. C'est-à-dire que le désengagement de l'État sur les autres services publics, l'assistance sociale, l'éducation nationale, le pôle emploi, enfin toutes les autres missions qui permettraient une vie apaisée en société sont défaillantes. Et aujourd'hui, on demande une réponse pénale pour régler des problèmes sociétaux. C'est complètement aberrant. Et ce policier l'avait bien compris. Il avait dit voilà, et les problèmes étaient réglés rapidement. Voilà, même chose, je repense à ça, parce que ça me fait penser quand M. Collomb était ministre de l'Intérieur. Pour montrer la déconnexion de nos élites, il était allé à la cité du Mirail à Toulouse. Et il avait dit à une mère de famille, faites attention que vos enfants ne tombent pas dans la délinquance. Et la réponse de la mère de famille a été très juste. Elle a dit, moi je veux bien, mais malheureusement on a un taux de chômage de 40%. Donnez du travail à mes enfants. Ils n'auront pas besoin de se poser de la question comment survivre. Et là, du coup, il n'y a pas eu de réponse de M. Collomb. Donc, en fait, si on regarde que le problème sécuritaire, ça pose effectivement, c'est intéressant, mais le problème n'est pas là, en fait. Le problème est beaucoup plus vaste, plus global. Et pour que la police puisse se concentrer sur ses vraies missions, il faut que tous les autres services publics fassent leur travail, parce qu'il y a plein de gens qu'on ne verrait pas en garde à vue, qu'on ne verrait pas nulle part s'il y avait du travail, s'ils avaient eu les mêmes chances à l'école, si jamais l'éducation était faite, si les services sociaux avaient pu accompagner certaines familles en difficulté. Et là, on n'aurait plus qu'à régler effectivement des problèmes de gens qui ont fait le choix, sciemment, d'être des délinquants et des criminels. Alors, vous êtes très nombreux à suivre ce live et on vous remercie. N'hésitez pas à le partager. Je pense que ce sont vraiment des paroles très importantes, notamment en ce moment et en particulier aujourd'hui. Beaucoup de réactions, beaucoup de questions, et notamment cette question qui revient de manière régulière dans les commentaires. Mais nous, que peut-on faire aujourd'hui globalement en tant que citoyen? Bien sûr, il y a l'action des policiers de l'intérieur. On voit que c'est compliqué. Et nous, en tant que citoyens, quelle peut être notre action? Alors, je rappelle évidemment qu'il y a aujourd'hui dans toute la France des manifestations, la marche des libertés. À Paris, ça commence à 14h à République. L'Humanité sera présent. On va continuer à suivre tout ça vraisemblablement dès 13h30 en direct. Mais plus globalement, effectivement, Alexandre Langlois, comment peut-on agir? Comment peut-on peser pour inverser la tendance? Alors déjà, c'est saisir ses députés, quel que soit leur bord, parce que normalement, la police n'est pas à devoir de couleur politique, tout le monde veut vivre en sécurité. La milice a une couleur politique, mais pas la police nationale. Donc déjà, c'est relayé au niveau de l'Assemblée nationale, et on a pu voir ces derniers temps des gens même de la République en marche qui commencent à tiquer sur les mesures qui sont prises par le gouvernement. Donc aucun espoir n'est perdu de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que le gouvernement veut brider les gens en interne, mais en externe, en empêchant de filmer les policiers, en voulant sanctionner les gens qui veulent dénoncer des faits inadmissibles et des crimes et des délits. Donc, du coup, de ce côté-là, la résistance va se faire par les tribunaux, mais malheureusement, ce sera très long parce qu'il faudra arriver en général à la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne assez régulièrement la France pour ses actions. Après, c'est saisir l'ONU. Je rappelle que la France avait été classée sur la liste du Mozambique, du Venezuela, voilà, et que là, l'ONU s'est encore inquiétée de ce qui se passait sur la loi de sécurité globale. Donc, ce sera aussi des instances internationales qui vont peut-être pouvoir agir aussi. Au quotidien aussi, il y a beaucoup de gens qui disent je connais des policiers. Et bien, ces policiers-là, qui sont des amis, des copains, des connaissances, parlez-leur, dites-leur que la population est derrière eux, dites-leur qu'il y a des syndicats dans la police. Le nôtre, on n'est pas le seul, heureusement, donc ils peuvent trouver chaussures à leurs pieds en fonction de leurs besoins. Et que du coup, voilà, pouvoir s'engager de ce côté-là. Donc, du coup, de leur dire, est-ce que vous êtes, les faire réfléchir, leur dire, voilà, tu es dans un contexte professionnel où on t'a enfermé sur toi, mais regarde, nous, à côté, on pense ça, comment on peut débattre. Donc, amener le débat avec les gens plutôt du côté amical pour faire réfléchir les gens plutôt qu'en confrontation. Quelque chose qui ne sert à rien, malheureusement, c'est les gens qui veulent aller voir les policiers, par exemple, sur les manifestations. À ce moment-là, ils ne sont pas du tout ouverts au dialogue. Ils ne peuvent pas dialoguer non plus. Donc, ce n'est pas le moment d'aller les voir. Ça ne sert pas à grand-chose non plus, à part donner du grain à moudre à quelques excités de la police nationale qui voudraient en venir à en découdre. Donc voilà, c'est d'aller les voir à ces moments-là. Il y a des opérations aussi qui ont été faites par certains, des opérations croissants, des opérations discussion pour forcer la discussion avec les policiers. Mais sachant que c'est compliqué, parce qu'il y a derrière une hiérarchie qui veille à ça. Et ce qui est bien dommage, parce que même aux États-Unis, je prends ça parce que les États-Unis n'ont pas forcément une police qui a une bonne image pour certaines de leurs exactions, mais ils avaient réussi à faire ça à San Francisco, c'est d'organiser des petits déjeuners avec les policiers pour que les gens viennent discuter avec eux. Voilà. Après, c'est également de peut-être militer, comme ça se faisait à l'époque. Donc ça se voit avec les villes et les députés. Il y avait dans certains quartiers, les jeunes étaient emmenés en vacances par des CRS. Donc ça permettait de créer un lien également. Voilà, il faudrait rouvrir les commissariats sur la vie de la cité. Et pour ça, les policiers ne peuvent pas sortir, donc il faut aller vers eux.
Et après, il faut voir que des fois, il y a des abrutis, donc il faut laisser tomber la discussion. Mais il y a forcément des policiers, en grande majorité, qui pourront le faire, qui pourront revoir après. Donc, voilà, le dialogue, l'apaisement. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis assez inquiet par rapport à comment ce gouvernement essaye de tout verrouiller pour rendre impossible ce dialogue et cette conciliation. Alors, cette inquiétude et cette réalité, c'est ce qui vous a amené hier à démissionner de la police. Depuis 14 ans, vous agissiez de l'intérieur pour une police républicaine. Aujourd'hui, concrètement, comment allez-vous agir? Allez-vous continuer sous une autre forme? Comment vous voyez l'avenir, les mois qui viennent? Alors là, il fallait que je parte. Je savais déjà depuis un moment que je commençais à être moins en moins en phase. J'ai commencé à réfléchir quand j'ai une amie qui était policière qui a quitté la police en disant moi je quitte parce que quand on commence à tirer sur des pompiers, je ne peux plus. Voilà. Il y a chacun qui a sa petite goutte d'eau qui fait déborder le vase en disant je ne peux plus rester. Et donc du coup, il faut que je parte. Du coup, comment je vais continuer, je ne sais pas encore. Là, il fallait que je parte. Déjà, je me dis que si j'arrive à partir, j'aurai plus les pressions hiérarchiques. Mais encore faut-il que le ministre accepte la démission. Voilà. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle, très précisément. La démission aussi devrait l'accepter, ceci dit, mais une rupture conventionnelle pour la simple raison, c'est que j'estime que ce n'est pas moi qui ai changé dans mes valeurs et dans mes combats, c'est le ministère de l'Intérieur, mon employeur, qui a fait changer mes missions. Donc, une rupture conventionnelle me permet d'avoir éventuellement une indemnité de départ, mais surtout de toucher le chômage, le temps de me retourner et d'avoir une reconversion professionnelle. Donc, tout ça est entre les mains du ministre, sachant qu'à l'heure actuelle, dans la fonction publique de façon générale, ils n'ont pas budgété de sous pour les ruptures conventionnelles de façon générale. Ils ne prévoient rien. Donc, ils sont en train d'essayer de jouer la dilettante en disant les circulaires d'application ne sont pas faites. Voilà. J'imagine un employeur privé faire la même chose. C'est-à-dire que même pour la gestion sociale interne de la police nationale, le ministère n'est pas exemplaire. Ensuite, comment les femmes vont prendre le combat, je ne sais pas. Je sais que je suis toujours attaché à ce combat, donc peut-être de l'écriture, peut-être, je ne sais pas, voilà, des porte-paroles. Je sais qu'il y avait des associations de policiers qui avaient des porte-paroles qui n'étaient pas policiers, justement pour libérer la parole. Donc peut-être continuer au sein de… Pour le moment, je suis toujours secrétaire général du syndicat Vigie. Il faudra un congrès pour enlever qui doit arriver au début d'année, mais du coup, peut-être être porte-parole du syndicat pour libérer cette parole sans prendre que les délégués prennent les sanctions derrière disciplinaires et un chantage sur leur vie familiale. Donc, le combat va continuer, les valeurs sont toujours là. Maintenant, je suis ouvert à toute proposition. Je n'ai pas le monopole des bonnes idées. Merci beaucoup, Alexandre Langlois, pour ce très long entretien, pour toutes ces informations, tout ce décryptage. On continuera évidemment à être très attentif à l'humanité. Certainement, on vous donnera à nouveau la parole parce que c'est une parole rare et c'est une parole utile, très importante aujourd'hui. Je rappelle donc qu'il y a des manifestations dans toute la France aujourd'hui à 14h à République. Nous serons présents, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h30 à tout le monde pour suivre ce live depuis la manifestation de République où nous allons donner la parole à tous ceux qui manifestent. Alexandre Langlois, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Parce que je tiens à souligner que l'Humanité avait été un des rares journaux déjà à l'époque à s'offusquer du nouveau code de déontologie, de la loi renseignement et nous avoir déjà donné la parole. Donc, ça fait plaisir qu'il y ait un suivi sur ces dérives autoritaires et qu'au moins l'information puisse continuer de circuler. Donc, merci à votre journal d'exister parce que ça fait du bien d'avoir des fois un relais médiatique pour essayer d'ouvrir les esprits. Merci pour ces mots et je rappelle que si l'Humanité existe, c'est d'abord grâce à ses lecteurs et à ses abonnés et uniquement car c'est un journal indépendant. Donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment à l'UMA. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les contenus de l'UMA. Allez-y, découvrez-les. Comme le dit Alexandre Langlois, c'est un journal qui suit en profondeur les mouvements de la société, qui est très utile pour comprendre, pour décrypter. Il y a une offre d'ailleurs d'abonnement à 9,90 € par mois. C'est pas beaucoup, mais ça permet, c'est pas très cher, mais c'est le prix de l'information de qualité et qui vous permettra d'être bien informé. Donc voilà. Rendez-vous tout à l'heure sur le live en direct de République et très bonne fin de matinée à tous. À très bientôt, Alexandre Langlois. Merci, bonne journée à vous et bon courage.